Bien, bonsoir donc. Bonsoir à nouveau pour ce jeudi d'Hébraïka. À vrai dire, le dernier jeudi d'Hébraïka de cette saison. Et je suis très heureux d'évoquer Anna Langfous. Anna Langfous, comme je l'ai dit et redit, c'est une autrice qui est absolument géniale et dont on ne parle plus, qui est complètement oubliée. Ces livres, on les trouve, mais ils ne sont plus édités. Les livres neufs ne sont plus édités, donc on ne trouve que des livres d'occasion, donc il faut aller les chercher. Elle est autrice de théâtre, de romans. Il est vrai que sa vie brève, elle est née en 1920 et elle est morte en 1966, alors qu'elle était en pleine production, elle était encore en train de rédiger un ouvrage, ne, n'ont pas aidé à sa reconnaissance. Il est vrai aussi qu'elle a fait, qu'à la différence de nombreux hommes, elle n'a pas cherché à se montrer, à se mettre en avant dans les médias. Et elle compte trois romans extraordinaires. En tout cas, je peux vous parler de deux que j'ai lus. Le troisième, j'ai pas encore réussi à le trouver, mais ça va se faire. Le sel et le soufre en 1960, Les bagages de sable en 1962 et Saute Barbara en 1965. Et je me suis aidé essentiellement du livre et de l'exposition réalisée par Jean-Yves Potel sur Anna Langfous et d'un article, plus précisément un article de Judith Kaufmann, extrait de ce livre, dans la revue Histoire de la Shoah de 2002 et qui est très 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 intéressant. Voilà mes sources, donc ensuite, il y a des choses que je dirais qui sont de moi, bien sûr, mais il me fallait cette base. Donc, d'abord, c'est une femme. euh, j'ai une femme, voilà. Après, moderne, ça ne veut rien dire. Exceptionnel, ça ne veut rien dire. Toutes les femmes le sont. Mais c'est une femme, je dirais, fascinante. Euh, c'est, Elle est née à Lublin. Donc, il faut dire que ses romans sont superbement bien écrits. Un style merveilleux, très poétique, malgré les thématiques Shoah et plus précisément la- les ghettos polonais. Mais donc elle est née à Lublin, son nom de jeune fille c'est Sternfinkel. Sternfinkel, elle est née dans une famille aisée de commerçants juifs. Elle a une éducation polonaise dans un lycée de jeunes filles. On peut dire que un judaïsme très modéré, voire inexistant. C'est une judéité plus qu'un judaïsme. Euh, Elle est famille bourgeoise. Elle va se marier avec un juif, Jacob. Yacoub Reiss, et elle fait des études d'ingénieur, comme souvent les Polonais l'ont fait, à cause du numerus clausus. Elle va en Belgique avec son mari. Le but, c'est en fait que elle et son mari ouvrent une usine textile en Pologne, et c'est pour ça qu'ils vont faire tous les deux des études d'ingénieur. C'est dire aussi la modernité de cette famille qui voit pour leur fille non pas un rôle domestique, mais une vraie vie active. Elle, Elle aurait pu rester en Belgique et vivre différemment l'invasion polonaise. Le fait est qu'en l'été 1939, elle est en vacances chez elle, chez ses parents, à Lublin, et c'est là que la tragédie arrive. Elle est bloquée à Lublin, elle reste avec son mari, Yacoub, et ils sont déplacés dans le ghetto de Lublin. Vous savez que la Pologne, il n'y a pas que le ghetto de Varsovie. Chaque ville a été le théâtre de la ghettoisation forcée des Juifs. Et là, elle va se rendre utile dans ce ghetto de Lublin. Elle va quand même pouvoir travailler. Elle, à la poste, il y avait dans le ghetto, on meurt de faim, mais les activités continuent. Et son frère va travailler dans un hôpital. Le ghetto va devenir très vite
absolument insupportable, va devenir très vite un lieu uniquement de mort, de famine, de maladie. Et c'est là encore que cette femme euh, a ce trait extraordinaire, c'est qu'elle va entrer en contact avec la résistance polonaise. Et là, c'est très très original. C'est-à-dire que cette résistance polonaise, c'est la résistance qui n'est pas juive. Et généralement, en Pologne, la résistance polonaise refusait les juifs, voire les tuer quand ils voulaient entrer en contact avec la résistance polonaise. Mais elle, elle va jamais dire qu'elle est juive, et c'est d'ailleurs, on verra, l'un des sujets du sel et du soufre, le sel et le soufre, et elle va pouvoir travailler avec la résistance polonaise, elle va faire agent de liaison, elle va transporter des armes, des colis, de l'argent, enfin tout ce qui est faux papier, tracts, agent de liaison. Et puis, c'est là que, euh, alors elle n'est plus, elle sort du ghetto de Lublin, elle va vivre dans la ville euh, à Rienne en quelque sorte, et dans cette ville-là, elle pourra travailler pour la résistance et elle fera le va-et-vient entre, bon, de manière à chaque fois extrêmement risquée, le va-et-vient entre la ville fermée, le ghetto, et la ville ouverte. En 1942, elle va quitter Lublin, le mouvement de résistance l'amène à Varsovie, et c'est là qu'elle va encore être entre la ville arienne et le ghetto, mais elle va aussi dans le ghetto parce que sa mère a été déplacée du ghetto de Lublin au ghetto de Varsovie, et elle va se cacher dans un bunker dans le sein de ce ghetto. Et sa fille, donc Anna, va rester avec elle euh, jusqu'à la fin. La fin est absolument horrible. Toute l'œuvre, hein, son œuvre n'est pas une œuvre autobiographique, mais c'est du roman à partir de sa vie. Et toute l'œuvre montre une immense violence. Et sa mère, en mai 1943, elle meurt devant Anna et elle meurt au lance-flammes. Voilà, c'est terrible. Donc elle est brûlée vive devant sa fille. Anna est à l'extérieur, elle voit ce qui se passe, mais elle ne peut pas agir. Rien que ça. Rien que ça, déjà, ça émeut beaucoup. Elle continue la résistance, elle circule énormément, elle prend énormément de risques entre Lvov, Lublin, Varsovie, la Pologne. C'est vraiment une zone pour les Allemands, les nazis. C'est une zone de guerre, donc là, les résistants, ils vont même pas être enfermés à Compiègne ou ailleurs, ils sont immédiatement assassinés. Là, elle va quand même continuer ses activités entre 42 et 43. Elle est arrêtée. On lui fait un simulacre d'exécution. Et puis, elle va être aidée par une famille polonaise qui va l'aider à s'enfuir. Et elle va ensuite repartir à Varsovie. À Varsovie, le miracle, 43, elle retrouve son mari. Il se cache à Varsovie. Donc vous voyez, c'est une vie déjà aventureuse. Hein. En quelques années, là, il y a de quoi faire déjà des romans euh, romanesques. C'est pas ce qu'elle fait, c'est pas romanesque. C'est subtil, intime. Mais elle, en tout cas, sa vie est romanesque. Avec son mari, donc Jakub, il se cache à Varsovie. Ils ont des faux papiers, mais ils se font arrêter tous les deux. Ils sont torturés tous les deux. Son mari, bien entendu, est immédiatement reconnu comme juif et abattu, fusillé. Et Anna, elle va jamais dire que c'est son mari, elle ne va jamais dire qu'elle est juive, elle va résister à la torture qui est décrite en détail dans le sel et le soufre, et on en souffre, nous aussi, mais bon. Et elle est transférée dans une prison. En 1944, elle est aux travaux forcés en tant que résistante
chrétienne, et elle va échapper de manière assez miraculeuse à une exécution collective de tous les prisonniers. Elle rentre à pied à Lublin, elle rentre à pied chez elle, elle croit être chez elle, et là, c'est la désillusion, comme de quasiment tous les juifs qui sont revenus. On le voit très bien chez Leib Rochman, lorsqu'il le raconte. Elle revient chez elle, mais elle n'a le droit à rien. Sa maison est occupée et elle n'a droit à rien, sinon à une flopée d'injures et de coups. Et elle doit, là on le verra dans Le sel et le soufre, elle va se cacher dans la cave. En tout cas, elle a tout perdu. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses parents, et elle rencontre un juif qui lui aussi a tout perdu, qui s'appelle Aaron Langfuss, et c'est ainsi que ils vont euh, partir en France, tous les deux, et c'est là qu'ils vont se marier en France en 1948. Il s'installe à Pantin. Ensuite, c'est sa vie littéraire qui commence. On est en 1953. Elle travaille à l'Opège, à l'office, enfin, à l'orphelinat juif. Et, euh, elle commence à écrire. Alors, j'avais lu quelque part, je ne sais pas si c'est Jean-Yves Potel qui le dit, que ses écrits d'enfance qui ont été conservés sont absolument magnifiques, qu'elle qu'elle, que ça rappelle un peu à 15 ans ce qu'elle écrivait, ça rappelle un peu tous ces jeunes. Alors on a les images d'Anne Frank, on a les images d'Hélène Baird, tous ceux qui n'ont pas pu s'épanouir dans l'écriture parce que fauchés par la barbarie nazie. Elle va écrire une première pièce, Les Lépreux, que Sacha Pitoev met en scène en 56. Sacha Pitoev et les Pitoev sont les metteurs en scène et acteurs très importants de l'époque. Ils dominent un peu avec d'autres, mais ils sont dirigeants dans le monde dramatique. D'habitude, ils montent les pièces de Cocteau. Là, Sacha Pitoev a vu que dans cette écriture, il valait la peine de la monter, mais c'est un échec. Mais souvent, c'est un échec. Et un critique de théâtre lui dit, c'est bien, mais il faudra recommencer. Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment? Et elle a dit, vous trouverez, il y a un podcast très beau sur Radio France, sur Analogue Fous. Et elle dit, bah, je suis en train d'écrire un roman, ce qui était faux, elle écrivait des pages. Et il lui dit, montrez-moi ce que vous faites. Et elle s'est sentie obligée d'écrire à ce moment-là. Et puis, elle est à l'Opège, comme je l'ai dit, elle va écrire dans l'Arche, donc la revue culturelle juive d'information. Elle va faire, elle aussi, une adaptation théâtrale du journal d'Anne Frank. Et puis, euh, Gallimard va tout de suite accepter Le sel et le soufre, on est en 1959. Le, Elle fait une autre pièce, elle n'abandonne pas le théâtre, mais ça fonctionne toujours pas. Donc, on est avec Le sel et le soufre en juin 1960, j'ai dit 69, pas du tout, 59, 1960. Donc, bel accueil pour Le sel et le soufre, hein, qui est son premier roman. Je vous en parlerai plus en détail. Là, on balaye un peu sa vie. Elle reçoit un prix de francophone qui est décerné en Suisse. Elle travaille régulièrement avec l'Arche, donc ça c'est bien. Et il s'installe à Sarcelles. C'est quelque chose qui va être très important pour cette famille et pour elle, puisqu'elle va animer la médiathèque, la bibliothèque à l'époque de Sarcelles, et elle va faire des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture, et elle va faire venir des personnalités qu'elle connaît, par exemple Georges Semprin ou Elie Wiesel, qui ne pouvaient pas lui refuser cela et qui vont donc venir à Sarcelles.
Très important, et ça on va le retrouver certainement à la bibliothèque d'Hebraïka, c'est un dialogue entre Anna Langfuss et Piotr Ravitch. Piotr Ravitch, qui est un auteur lui aussi qui a traversé les ghettos, qui a traversé la Pologne en faisant, parce qu'il était blond aux yeux bleus, il a essayé de faire croire, il a réussi à faire croire qu'il n'était pas juif, bien que circoncis. Et c'est l'auteur du Le sang du ciel, qui est un autre roman. Vraiment, le sel et le soufre et le sang du ciel sont deux des romans les plus fascinants de cette littérature-là, avec un style absolument fabuleux. Piotr Ravitch, Ravitch, ça s'écrit Ravicz. C'est aussi un Polonais qui écrit en français avec une langue magnifique. Beaucoup de, beaucoup de comparaisons à faire entre les deux et leurs deux vies. Et, enfin, lui s'est suicidé. C'est qu'Anna Langfuss n'a pas fait. Mais en tout cas, leur vie en Pologne. Et 62, le deuxième roman, Les bagages de sable, c'est un grand succès. Prix Goncourt. Donc c'est la quatrième femme uniquement à avoir le prix Goncourt. Donc ça c'est le sel et le soufre. On parlera de la couverture qui est très très juste. Et les bagages de sable, donc enfin on va voir, on comprend très bien pourquoi elle a le prix Goncourt. Enfin, je peux vous le dire tout de suite. Euh, J'aborderai de manière plus précise ces deux œuvres, mais Les bagages de sable, c'est l'histoire d'une jeune femme, Maria, euh, qui, euh, c'est l'après-guerre, et elle va rencontrer un vieux professeur qui se prend à la fois de pitié, de tendresse et d'amour pour elle. Elle, c'est l'après-guerre, et on ne sait pas ce qu'elle a vécu, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un traumatisme complet, et elle vit dans son monde à elle, sans aucun sentiment, et c'est un peu le lot de tous ceux qui sont revenus ou des camps ou des ghettos, c'est-à-dire une anesthésie du sentiment, c'est vraiment au niveau clinique, ça a été repéré, et elle parle avec des fantômes, avec sa famille qui n'est plus là. Mais ce vieux prof, qu'elle a rencontré dans un jardin public, va l'inviter à partir près de la mer. Soit elle est naïve, soit elle n'en a rien à faire. Elle part avec lui, mais lui n'a qu'une envie, c'est d'avoir une relation autre que spirituelle avec elle. Elle résiste, ça ne l'intéresse pas, mais elle va céder. Et finalement, c'est quelqu'un qui est un peu étranger à soi-même. Ça ressemble beaucoup à certains personnages de Marguerite Duras, euh, le ravissement de l'Olvestein, par exemple. Euh, et elle est étrangère à elle-même, et finalement, c'est une histoire qui passe comme ça. Elle va se retrouver à la fin seule, comme elle était au début, avec ses fantômes. Et pourquoi ça plaît? Je suis sûr qu'il a eu son prix Goncourt, ce livre, et pas Le sel et le soufre. C'est parce qu'il n'est jamais question de l'ennemi nazi, il n'est jamais question de ce qui aurait pu être les conditions historiques en Pologne, en l'occurrence, c'est-à-dire des collaborations, dénonciations, enfin tout ce qui fait l'aura, la laideur de ces situations-là. On a l'impression de deux personnages un peu emblématiques et dénués de contexte. Et donc ça, c'est un peu, c'est pour ça que ça peut passer dans le public. C'est pas une œuvre qui accuse qui que ce soit, c'est une œuvre qui montre une jeune femme perdue au lendemain de la guerre, qui est en souffrance permanente. Et donc, elle obtient le prix Goncourt, tant mieux, c'est une bonne chose. Et puis, on était en 62, et 3 ans après, saute Barbara, troisième et dernier roman, que je n'ai pas lu, que j'ai pas encore eu l'opportunité de lire, mais j'ai pas attendu de le lire pour vous parler d'Anna Langfuss, parce c'est vraiment important. Et ce roman va être adapté au cinéma pour un sourire avec le génial Bruno Kremer.
et avec aussi Marina Vladi. Alors c'est un roman, quelques mots l'intrigue, c'était l'histoire d'un soldat allemand dans Berlin en 1945. On a une sorte de chronologie dans les trois romans, hein. Le sel et le soufre, ça va être la Pologne et les ghettos. C'est un peu son histoire, c'est le roman le plus autobiographique. Les bagages de sable, c'est 1945. Et là, on revient en 1945. Mais c'est l'histoire d'un soldat allemand qui va enlever une, une enfant. Euh, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en parler. Mais je voudrais évoquer avec vous de manière plus précise les bagages de sable. Je vous ai dit, alors on verra la médiathèque, donc ça c'est pour terminer un peu sur sa vie, la médiathèque d'Anna Langfuss et le cimetière de Bagneux où elle est inhumée. Alors, pour évoquer les bagages de sable, euh, c'est je vous ai dit, c'est une Maria qui est un peu étrangère à elle-même, étrangère, étrangère au monde, étrangère à la vie. Elle est revenue, mais on ne sait pas d'où. Et c'est justement ce qui fait aussi la profondeur de ce personnage, c'est qu'on peut y mettre beaucoup de choses, un peu comme dans les personnages de Kafka. La psychologie n'est pas aussi construite que dans d'autres romans plus réalistes. Et donc, elle peut venir des camps, elle peut venir du ghetto, elle peut venir d'un traumatisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment avec une détresse permanente. Une détresse permanente dont rien ne peut la sortir. Elle est dans une forme d'autodestruction, mais elle va même tenter de se suicider dans ce roman. Euh, cette autodestruction ne va pas jusqu'au bout. Et c'est ça aussi qui est très beau dans ce roman, c'est que au lieu d'avoir un personnage comme chez Ravitch, chez Piotr Ravitch ou chez d'autres, qui à la fin décide de ne plus vivre dans ce désespoir, eh bien, elle vit avec ce désespoir. Et ce désespoir qui fait que elle se laisse vivre. Elle se laisse vivre. Et par exemple, euh, à un moment, elle va même rencontrer un autre survivant. Et là, il y a un peu, elle se dit, enfin quelqu'un qui peut me comprendre, enfin quelqu'un avec qui je peux vivre une vie, ce qu'elle a fait d'ailleurs avec Langfuss. Mais là, elle rêve, elle dit, enfin elle rêve pas, c'est encore le désespoir. Et elle dit, Maria, à cet homme qui lui aussi a survécu, un juif, on pourrait même se marier, la belle nuit de noces que nous aurions pour dérouler notre film d'épouvante. Et nous tournerions tous les deux, l'un autour de l'autre, nous surveillant, chacun prêt à étouffer la moindre chance d'évasion de l'autre, chacun à l'affût, prêt à bondir, féroce. Donc on a cette violence totalement inhérente, et mais on le sait chez les survivants, l'épouvante qui est là en permanence. Et ce roman, une première lecture, on a l'impression de personnages un peu creux et dans lequel le lecteur peut tout mettre. Mais en réalité, elle règle subtilement aussi ses comptes. Par exemple, le vieux professeur, je dis vieux, je ne sais pas s'il est si vieux, mais il doit avoir 50 ans. En tout cas, ce professeur qui va l'emmener avec elle, et elle dit qu'elle se sent mal, elle dit qu'elle voit, qu'elle parle à ses fantômes, et lui, il répond des banalités. Vainqueur ou vaincu, l'homme se trouve toujours humilié. Vous le savez aussi bien que moi. Et vous savez également qu'entre l'assassin et la victime, il y a juste l'occasion qui a joué. Bon, de grandes phrases creuses pour qui n'a rien vécu. Et on voit cette incommunicabilité entre ceux qui ont survécu et ceux qui ont vécu autre chose, et en particulier l'occupation nazie. Et
il y a des très belles phrases. Par exemple, à la fin, vers la fin, elle est toujours, elle est seule, elle se retrouve seule, et la narratrice écrit: Le soleil va tout à l'heure se lever. La narratrice, c'est un roman à la première personne. Le soleil va tout à l'heure se lever. Derrière moi, le cri discordant et presque douloureux d'un oiseau déchire le silence. Et on a beaucoup de très belles phrases. Alors, ces belles phrases, c'est vrai qu'il y a le souci d'écrire bien. Mais c'est pas un souci où on voit les grandes ficelles. Elle est une lectrice de poésie, elle a une écriture poétique. Son titre, Les bagages de sable, proviennent d'un poème d'André Breton. Et on a comme cela, bon, c'est ça qui m'a séduit et qui fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir, vous savez, pour un littéraire, un auteur, c'est un style. On peut avoir des aventures, tout ce que l'on veut, mais c'est un style. Et là, on a un style magnifique chez elle. Le sel et le soufre, ça, c'est le roman, un des plus importants romans sur la Shoah. Un des plus importants. Là, l'image que vous avez là sur l'écran, c'est une photo prise en couleur, donc en août 44, par Eva Fariaskeva, non, Fariazewska. Et c'est une vraie image de Varsovie. C'est pas un tableau. C'est une vraie image de Varsovie qui est brûlée par les nazis et qui va être vous savez que Varsovie, le ghetto de Varsovie et toute la ville de Varsovie va être totalement réduite en ruines, en pierre. C'est la dernière scène du film Le pianiste de Polanski où Spielmann sort de sa cachette et il voit uniquement des ruines comme si c'était un chantier. Bien, c'était ça, Varsovie. Et cette image, c'est juste avant que la ville soit rasée. Alors, ce roman, il est fabuleux. Et ça, et là, ce que l'on a dans les bagages de sable et le sel et le soufre, c'est qu'on a vraiment, pour moi, qui ai lu, sinon tout ce qui est sorti ou traduit en français, mais quasiment, j'ai une parole de femme. J'ai une parole de femme et je vais essayer J'ai longtemps cru que ça n'existait pas, quoi, une écriture féminine. C'était mon débat avec mes amies étudiantes sur Duras en particulier. Mais là, oui. Euh, D'abord, on a encore un personnage féminin, mais c'est un personnage qui est fascinant parce qu'il nous prend à rebrousse, j'allais dire à rebrousse-poil, c'est pas joli, il nous reprend à rebrousse-pensée. On a un personnage féminin particulièrement égoïste, qui ne cherche qu'à plaire, qu'à avoir des jolis foulards, qu'à avoir du maquillage. Et au fur et à mesure que la mise en ghetto se fait, eh bien, elle est avec sa famille est assez riche, et elle continue, elle fréquente la partie de la société juive qui organise des soirées, qui organise des surprises parties, qui écoute de la musique. Mais c'est aussi ça la vie dans le ghetto. Il faut lire Eisenrat, par exemple. Le ghetto, on a toutes les strates de la société juive et elle vit comme elle peut ou comme elle a toujours vécu selon les mêmes principes. Et, et cette Maria euh, va, va finalement petit à petit entrer en résistance comme ça parce que ça l'amuse et puis finalement euh, se rendre compte que la résistance c'est peut-être amusant mais elle va se faire arrêter, elle va se faire torturer par un Allemand particulier, un nazi, un SS particulièrement sadique qui non seulement la fouette avec un fouet rempli de clous, mais qui ensuite va soigner ses plaies et ensuite la fouetter à nouveau. Et ensuite, elle va se retrouver en prison parce elle va résister. En fait, elle a perdu le goût de vivre, elle a perdu son mari, Jacob, ça rappelle son histoire. Donc, elle n'a plus rien à perdre, donc elle nargue ce SS qui la tue une bonne fois pour toutes, mais il ne la tue pas. Il n'arrive pas à définir qu'elle est juive.
Donc elle va être enfermée dans un camp de travail. Dans ce camp, elle ne voit que des femmes. Et ce qui est très important, c'est que on a à la fois dans une femme seule, elle, on a un- et puis elle vit dans un monde de femmes. Et ce qui ressort par rapport, ou ce qui est en contraste par rapport au récit des hommes, c'est qu'on n'a pas d'héroïsation. On n'a pas de il m'a aidé, il a fait ceci. Chacun vit sa petite vie et c'est de. Il y a les petites disputes, les petits machins, et l'importance du corps. Et ça, on l'a chez Charlotte Delbo, on l'a chez Anna Langfuss, on ne l'a pas si on prend par exemple Eisenrath, c'est pas le corps en tant que objet de torture, euh, euh, finalement qui a une dimension plus politique que spirituelle. Et chez Eisenrath, son corps, il lui manque parce c'est sa sexualité qui lui manque. Là, il n'y a pas, la sexualité n'est absolument pas présente, mais le corps est là. Et elle va être, par exemple, après euh, avoir échappé à la prison, avec une camarade de prison qui, elle, souffre énormément parce que les nazis lui ont réduit les fesses en bouillie. Mais vraiment en bouillie, elle ne peut plus s'asseoir, elle a très mal, il faut lui changer régulièrement les bandages. Enfin, on a des choses très dures, très violentes, qui se font de manière, euh, de manière logique, qui évoluent d'une manière logique, et ce corps-là, il est essentiel dans cette histoire. Tout passe par le corps, et le fait de, de, de restreindre son existence à un corps et pas à une héroïsation, à un idéal de patrie ou à que sais-je, fait qu'on a un parcours qui est humain, très humain, simplement humain. Et c'est ça qui est très très beau dans son livre et dans son récit. Et puis, par exemple, quand elle revient chez elle, alors là on est dans le roman, hein, elle revient chez elle, elle se fait jeter, elle se fait renvoyer, elle se fait insulter, elle va se réfugier dans la cave, et dans la cave, elle va retrouver un pot de chambre. Et c'est la seule chose qui la rattache à son passé, c'est ce pot de chambre. On est encore dans les fonctions vitales du corporel, on est encore dans, non pas la, non pas dans la pas retrouvée, la photo, non, il faut vivre. Et le corps de la femme, qui est un objet politique, qui est un lieu de combat, et ce corps de la femme est essentiel, mais en tant que corps. D'ailleurs, l'analogie est faite un peu avec la littérature de Beckett, où on retrouve un peu cette même idée, où le corps est absolument fondamental, essentiel, dans fin de partie. On a des personnages qui sont paralysés, aveugles, sourds, en train de mourir, et c'est le corps, et rien que le corps, et la pensée n'est plus là. Mais là, on n'a pas une vision philosophique, comme chez Beckett, qu'on appelle l'absurde, mais qui est autrement plus riche que ce simple nom. Mais on a une vision, à mon sens, féminine, la manière dont une personne vit son corps n'est pas la même chez une femme et chez un homme. Et on est loin de l'épopée, on est loin des récits guerriers, on est dans une barbarie qui touche le corps, et ça me rappelle le 7 octobre, où les femmes sont victimes de violences absolument horribles, et pas pour les hommes. Les hommes, on va les tuer, mais les femmes, on va utiliser leur corps comme exutoire, comme vengeance, enfin comme tout ce qui peut être dans une passion, dans une guerre, dans une, je dirais pas barbarie, parce que tout cela est humain, est humain. Voilà. Je voudrais, ça je ne sais pas si je vais arriver à vous le faire passer,
Mais on a, je vais quand même essayer. Avant de terminer, enfin, pour conclure, je dirais que on a, c'est un peu rapide, mais je voudrais en parler avec vous. Et c'est une écriture, comme je l'ai dit, c'est une écriture magnifique. On a des thématiques très spécifiques à son écriture. Le corps, la perte de soi, l'humilité, ça aussi c'est important, jusqu'à l'effacement de soi. Et ce que l'on trouve chez elle, comme chez Charlotte Delbo, euh, c'est euh, c'est l'attention aux autres. Alors, pas trop elle, mais quand même, quand elle va s'enfuir avec sa camarade de prison, elles vont faire attention l'une à l'autre, elles vont se prendre soin l'une de l'autre. Et là, je vais essayer de vous montrer, en espérant que ça marche. Normalement, c'est là. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Soir à 21 h à la Mutualité sera célébrée sous les auspices du Comité d'entente des organisations juives de France la commémoration du 22e anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. En fait, c'est le 19 avril 1943 que le général SS Stroop donnait à ses hommes l'ordre d'attaquer et d'exterminer les 40 000 juifs parqués dans le ghetto, où un certain nombre d'entre eux avaient constitué des points de résistance armée. 40 jours après, les combats cessaient dans le ghetto incendié et les chars allemands écrasaient les derniers juifs survivants. Ce que fut cette révolte est évoqué par un témoin, Anna Langfuss. Oui, je me souviens, le premier jour, je marchais dans cette rue coupée en deux par les murs du ghetto. Je marchais de l'autre côté, de ce côté où on marchait encore librement dans les rues. À un moment donné, j'ai vu un attroupement. Je me suis approchée, je me suis arrêtée. Tout le monde regardait en l'air. Je regardais moi aussi. Et j'ai vu sur un toit d'une maison du ghetto un tout jeune garçon accroché 2 drapeaux. Un flottait déjà, c'était le drapeau polonais. L'autre, il était en train de le fixer. C'était le drapeau avec l'étoile de Sion. Les gens qui étaient à côté de moi riaient. Oui, il y en avait qui riaient. Et ils disaient, voilà les petits juifs qui vont faire leur grande guerre. À un moment donné, les coups de feu éclatèrent derrière nous. Et le jeune garçon s'immobilisa une seconde, puis roula, tout doucement, sur la pente du toit. Depuis ce jour-là, c'est quelques centaines d'hommes qui ont pris les armes, qui l'ont acheté à prix d'or, naturellement. Des Polonais ont tenu 40 jours. Comment ils ont pu tenir, je n'en sais rien. Ils n'étaient pas nombreux, ils avaient peu d'armes, ils étaient aidés par des femmes et des tout jeunes enfants entre 10 et 14 ans. Mais ils ont choisi cette mort. Ils se sont battus pour cette mort, pas pour vivre, parce qu'ils savaient très bien qu'il n'y avait plus de vie pour eux. Ils ont choisi de mourir en homme libre. Et je me rappelle, parce que j'étais avec eux avant, dans les ghettos, quand on a compris que les transports qui partaient du ghetto ne partaient pas vers des camps de travail, mais ils partaient directement dans le camp où ils passaient dans les fours crématoires. Très longtemps, on a mis à admettre ça, parce qu'on ne pouvait pas, on ne voulait pas admettre ça. Et une fois qu'on savait que c'était vraiment ça, on disait, ce n'est pas possible. On ne peut pas nous massacrer comme ça, tous, dans ce petit espace réduit. On fera quelque chose. Quelqu'un fera quelque chose. Le monde fera quelque chose. Car il faut vous dire qu'au commencement, ils étaient un demi-million. À la fin, quand la révolte a éclaté, ils étaient, je crois, entre 40 et 50 000. Personne n'a rien fait. Derrière les murs du ghetto construits par les Allemands, il était un autre mur, plus terrible encore. Le mur du silence.
Et on voit là l'actrice, ou en tout cas les qualités d'actrice qu'elle pouvait avoir. Et, et c'est assez fascinant. Voilà, moi je voulais surtout vous donner envie de le lire. Alors je ne sais pas comment fonctionne l'image, mais j'ai toujours des soucis moi, avec les images. Voilà. Euh, Ça devrait être mieux. Donc, la parole est à vous. Donc, Marc, ça vous a rappelé des souvenirs? Il faut enlever le micro. Ah, moi, je suis très ému de revoir Anna parler. C'est très, très émouvant pour moi. Euh, Quand je l'ai connue, elle ne parlait pas tellement Hmm. du camp, de ce qu'elle avait Ghetto. vécu. J'étais trop jeune peut-être pour qu'elle en parle, mais je me souviens très bien elle m'avait demandé de faire, c'est une anecdote, hein, mais elle m'avait demandé de faire le rôle du petit Nicolas dans le bouquin de Christiane Rochefort qui s'appelle La bicyclette bleue? non, 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 Christiane Rochefort, c'est pas la bicyclette bleue, je me souviens plus le titre. Et il fallait que je dise des gros mots. Ah oui? Et avec cette voix qu'on vient d'entendre, elle, euh, elle me poussait à dire des gros mots alors que je savais qu'on allait devoir lire des Ouais. extraits de ce livre c'est Les petits-enfants du siècle de Ah Christian oui. Rachid. Mhm. Voilà. Et donc, c'était très. Enfin, pour moi, c'est un sacré souvenir, quoi. Ouais. Et puis, bon, après, j'ai lu tous ces livres. Et, et- et donc, Evelyne nous disait que le sel et le soufre Jamais, je suis pas arrivée au bout. l'a fait beaucoup souffrir. Pas arrivé au bout? Non, Ouais. non. Mais il y a peut-être 20 ans de cela, je ne sais plus quand c'est. Il y a Non, longtemps. mais c'est un livre qui fait mal, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé de l'évocation du titre, là, de Le sel et le soufre, c'est-à-dire euh, c'est Sodome et Gomorre, c'est la destruction, c'est un monde un monde qui se détruit, et un monde qui est détruit, et dans lequel la femme, et là, enfin, c'est Nelly Wolf qui parle de la femme de Lot, et dans lequel la femme, finalement, ne va pas survivre. Et la femme de Lot qui va se retrouver transformée en statue de sel, dit la Bible. Et Anna Langfus qui se retrouve. Vous avez vu comme elle regarde pas la caméra, elle regarde à côté. C'est. Mm. c'est- elle se retrouve étrangère à elle-même, quoi. Ou une étrangère. D'ailleurs, dans les traductions, il y a une traduction en espagnol. Ces romans sont traduits dans une quinzaine de langues. Et la traduction espagnole, c'est l'étrangère. Et non pas le sel et le soufre. Non, c'est pour les bagages de sable, l'étrangère. Des... Tu as lu les 3 livres, Marc? oui, moi, j'ai lu les trois livres, je les ai, si Tu quelqu'un peux nous en a parler du besoin. troisième, donc? Saut de Barbara, je m'en souviens moins, je l'ai à la maison, je l'ai lu. Elle avait, elle avait demandé, mon père a été déporté à Mauthausen, et elle avait demandé à le rencontrer. Et je sais très bien pourquoi. Elle lui avait expliqué euh, comment ça serait possible que on puisse, dans le bordel que c'était à la fin de la guerre, prendre des trains ou des camions en étant soldat avec une petite fille. C'est-à-dire elle essayait de construire quelque chose de logique sur l'évacuation, en sachant que dans cette période-là, il y avait les déportés qui rentraient, enfin les survivants, hein,
Mm. les déportés qui rentraient, les, les prisonniers qui rentraient. Enfin, il y avait tout un tas de gens qui étaient sur les routes et dans les trains. Et donc, elle n'avait pas connu cette période exactement. Et donc, elle voulait savoir si c'était possible. Et mon père lui avait expliqué comment ça s'était passé pour lui, le retour des camps, et comment ça s'était passé physiquement. C'est-à-dire camion, train, des gens dans les gares, enfin voilà, tout ça. Donc, elle l'avait rencontré Ouais, pour, pour avoir de la matière, quoi, c'est ça. pour Saute Barbara. C'est celui que j'aime le moins, moi, personnellement, dans mon souvenir. Mais par contre, le, pour moi, le chef-d'œuvre absolu, Le sel et c'est le les sucre. bagages de sable. Non, Ah c'est les oui? bagages de Ah sable. d'accord. Parce que ce personnage de femme qui rentre dans sa chambre de bonne et qui parle à ses parents, Il y a ces fantômes. euh, Mm. c'est absolument extraordinaire d'avoir eu ce... Elle continue à vivre avec son mari, ses parents, et à leur parler et à se disputer avec eux. Mm. Je trouve que au niveau dramatique, c'est quelque chose Ouais. d'extraordinaire. Et c'est ça. C'est un livre, Les bagages de sable, qui est beaucoup moins explicite que Le sel et le soufre, et qui est Mm. beaucoup plus, qui fonctionne davantage comme un apologue, c'est-à-dire qu'on a des personnages avec tellement de mystères qu'on peut voir, ça prend plus facilement une valeur universelle. Et en même temps, on voit là tous les éléments de ceux qui ont survécu, qui ne Mm. cessent de dire chaque nuit je retourne euh, Mm. dans le Mm. ghetto, dans le camp, je revois mes parents chaque soir. Enfin, et c'est vrai que on- ce qui est très beau dans son écriture, c'est qu'elle a à la fois ces qualités de dramaturge, et donc l'image de la chambre de bonne dans laquelle elle retrouve ses parents sur une table, ils sont tous assis sur une table, et donc on a cette qualité de dramaturge et une écriture magnifique. Mm. Mm. Une très très belle écriture. Mm. Pour, alors c'est vrai que le français, elle avait manipulé, elle avait appris en Belgique, mais elle fait partie de ces auteurs, ces autrices, en tout cas, enfin en tout cas de ces auteurs euh, qui, qui font honneur à la langue française, quoi, tout en étant né avec une autre langue. Ouais. Mais non, après le sel et le soufre, il a des images qui restent, quoi. C'est ça le Mm. truc. Oui, oui, tout à fait. Il a des images qui font mal, et qui est comme chez Piotr Ravitch, dans Le Centre du ciel. Ça, ça fait partie de ces romans qui font mal. Mm. Voilà. Je voulais pas être long. Je voulais donner envie, quoi. Donner envie et partager ouais, Réussi. mon enthousiasme. Bien. Bon. Merci. Ben, merci à vous. Bonne soirée. Et puis, nous, pour les jeudis des Braïkas, on va se retrouver la prochaine saison. Easy Morgenstern va reprendre un cycle. Et puis, moi aussi, en fonction des invités ou de mes lectures. Si, je peux vous dire tout de suite, il y aura une séance spéciale sur Kurt Weill. Je suis en train de préparer une conférence sur Kurt Weill pour les Bien. États-Unis. Et donc là, je me régale avec lui aussi, une vie brève et intense. Mm. Voilà, donc ce sera le rendez-vous de l'année prochaine, la reprise l'année prochaine. Bel été à tout le monde et on se donne Juste rendez-vous. une chose, Ah oui, Maurice, pardon. oui, Il y a un jeudi d'ici, jeudi prochain. très bien, très bien, Ouais, ça Mm. marche. jeudi 25. Ok, ce sera le dernier. Pour moi, c'est le Merci dernier beaucoup. aujourd'hui. Merci à vous.